Nous sommes dans un des plus anciens jeux de paume de France. C'est tout à fait exceptionnel. Le territoire était constellé de jeux de paume. C'était vraiment un phénomène de société. Cette cour a été conçue par François Ier pour être un jeu de paume. On a des expressions qui viennent du jeu de paume. Le tennis, qui fait aujourd'hui vibrer les foules, est présent dans notre culture depuis des centaines d'années. À l'origine, il se nomme jeu de paume. En France, les premières références historiques sur ce sport, joué à la main avec une balle, datent de l'époque médiévale. Et au XVe siècle, dans le célèbre journal d'un bourgeois de Paris, on mentionne une femme, Margot, venue de Hainaut, très habile, qui battait presque tous les hommes avec qui elle jouait. Les premières traces archéologiques, elles, remontent au XVIe siècle. Une fouille archéologique d'un jeu de paume a été réalisée par l'INRAP au château de Versailles en 2007. Elle apporte de nouvelles connaissances sur la pratique de ce sport. Mais l'histoire du jeu de paume ne s'écrit pas seulement dans la cour des châteaux. Nous voici à Chinon. La ville garde encore les vestiges de ce jeu. Derrière cette porte se cache un site archéologique remarquable. Nous sommes donc dans un des plus anciens jeux de paume de France, de la fin du XVIe, bien conservé dans ses volumes et charpentes. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. On voit ces grandes baies qui donnaient du jour, de l'air à l'intérieur de l'édifice. Et tout au long, sur les parois latérales, ces beaux carreaux de pierre de taille, ces parements qui étaient noircis parce que les balles étaient blanches, donc il fallait pouvoir les distinguer dans le rebond. Et ces parements sont anciens, ils sont couverts de graffitis. Et on a ici les traces archéologiques d'une galerie haute suspendue côté extérieur pour le public. Ça, pour nous, c'est extraordinaire, parce qu'on a rarement l'opportunité de travailler sur des bâtiments aussi bien conservés. Ça, c'est tout à fait une première. De grandes ouvertures, des murs noircis et des gradins pour les aficionados. Mais que se passait-il exactement sur ce terrain? Pourquoi la foule se pressait-elle dans les centaines de salles qui fleurissaient partout en France au XVIe siècle? Pour répondre à cette question, allons dans le quartier Sainte-Anne, à Rennes. Les archéologues de l'INRAP ont fouillé en 2017 un terrain de jeu de paume, le Pélican. Les chercheurs de l'université de Rennes, avec l'aide des archéologues et des historiens, ont redonné vie à une partie. Pour un saut dans le temps, il suffit d'enfiler des lunettes 3D, de prendre un joystick et de remonter ses manches. On est dans le jeu de paume de Rennes qui est ici recréé, tel qu'il était encore en état de jeu au XVIIe. On a travaillé avec les équipes de Rennes pour comprendre les rebonds de la balle, les techniques de frappe avec la raquette. C'est un travail qui est vraiment impressionnant, qui est très immersif. Le jeu de paume se jouait d'abord à la main, évidemment, d'où son nom, mais à partir de la fin du XVe siècle, la raquette apparaît. On y joue donc de part et d'autre d'un filet, à l'époque c'était une corde, en simple, en double, comme au tennis aujourd'hui. La manière de compter, le fait d'être séparé par un filet, etc. Tout ça a été repris par la plupart des sports de raquette, notamment le tennis évidemment, avec le 15, 30, 40. C'était aussi des lieux de vie. Il faut s'imaginer que les galeries étaient pleines, aussi bien les galeries hautes, comme vous le voyez ici, que les galeries basses, accueillaient un public parfois nombreux, qui pariait. Le jeu de paume au XVIe et au XVIIe, c'est un peu l'âge d'or, il y a des salles partout. Dans le paysage urbain, c'est vraiment quelque chose de très important, presque autant que les églises, puisqu'il y a même un voyageur anglais qui dit qu'il y a plus de jeux de paume en France que d'églises. Tellement répandu ce sport, qu'à Rennes, dans le même quartier Sainte-Anne, 3 autres salles existaient à cette époque. Ce jeu si populaire, et mêlant toutes les classes sociales, prend de l'importance dans la vie et l'éducation de la noblesse. François Ier fait construire un jeu de paume dans son château de Villers-Cotterêts, où il a établi ses quartiers royaux en 1528. Il rénove la vieille bâtisse médiévale et y installe un terrain juste sous ses fenêtres.
les archéologues ont dévoilé de nouvelles facettes de ce jeu, omniprésent à la cour du roi. Donc là, nous sommes au cœur du château, dans la cour royale. Cette cour a une particularité, c'est qu'elle a été utilisée dès le début. Elle a été conçue par François Ier pour être un jeu de paume. Et ce qui est quand même assez remarquable, c'est de voir qu'il est réellement au centre de la construction. On a les appartements du roi qui sont de ce côté, les appartements de la reine qui sont de ce côté. Il faut donc imaginer ici des galeries sur 3 côtés, galeries dans lesquelles se tient le public pour pouvoir regarder les joueurs qui échangent sur le jeu de paume. C'est une activité qui est quand même bruyante. Les balles utilisées sont assez lourdes, qui rebondissaient sur les murs, également sur le toit de la galerie. Il faut imaginer quand même des fenêtres avec des vitrages, donc bon, même s'il y a des filets pour protéger, on peut imaginer que parfois il y avait quand même quelques désordres. Malgré tout, François Ier avait conçu un jeu de paume ici, donc on voit bien le goût et l'intérêt que le roi avait pour ce sport. Il est aussi utilisé comme outil politique. Les princes, les rois doivent être forts et le montrer, ils doivent être habiles, stratèges, tacticiens. Et le jeu de paume sert à se montrer et à gagner de la popularité. Quand il rentre à Paris en 1594, le lendemain, Henri IV va jouer à la paume devant le plus large public possible. L'archéologie a révélé l'incroyable patrimoine architectural laissé par le jeu de paume. Comme ici, à Fontainebleau. Le sport y est encore pratiqué et ce n'est pas le seul héritage à perdurer. Nous sommes dans le jeu de paume de Fontainebleau, le dernier jeu de paume royal en activité en France. Il date de 1601, il a été fondé donc par Henri IV. Et donc ici on jouait Henri IV, forcément, Louis XIII, on le sait aussi. Et puis à partir de sûrement Louis XIV jeune, sauf que Louis XIV, avec toutes ses maladies, ne pouvait plus faire de sport. Donc il a transformé un petit peu le jeu de paume en le rendant un spectacle de cour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la cour venait à Fontainebleau, par exemple, les meilleurs paumiers, les maîtres paumiers, qui étaient les professionnels du jeu, faisaient des spectacles de cour. On appellerait ça des matchs exhibition aujourd'hui. Il faut imaginer beaucoup de gens dans les galeries. Tous ces spectateurs venaient admirer les meilleurs joueurs, qui épataient la galerie, puisque cette expression vient du jeu de paume. On a quand même encore aujourd'hui dans notre patrimoine linguistique des expressions qui viennent du jeu de paume. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, tomber à pic, c'est lorsqu'une balle va tomber au pied du mur, de ce côté-ci du cours. C'est le meilleur coup à faire. Et également rester sur le carreau. Le carreau, c'est le sol du jeu de paume, parce qu'avant, il y avait des carreaux de terre cuite ou des carreaux de pierre. Le perdant reste sur le carreau, dépité, parce qu'il a donc perdu la partie. Aujourd'hui, on n'en connaît que quelques-unes qui ont perduré. Ça veut dire surtout que c'était un vrai phénomène de société. C'était le football ou le tennis d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se précipitait pour voir les meilleurs joueurs. C'était des lieux de sociabilité et surtout, il y en avait partout. Les archéologues l'assurent, il leur reste encore à découvrir les terrains oubliés. Le jeu de paume a en effet connu un lent déclin. Les guerres de religion, la Révolution et les troubles politiques qui ont suivi jusqu'à la fin du Premier Empire ont éloigné les joueurs des cours. Seulement 3 salles de jeux de paume en activité existent aujourd'hui dans l'Hexagone, mais son héritage est toujours vivant.